Il est 18h30, peut-être 19h. Nous sommes début décembre. Après 45 minutes depuis l'aéroport, nous pouvons enfin descendre de la rame de métro jaune. On va monter des escaliers gris, des escaliers usés. Il n'y a pas de portique ni de tourniquet. C'est assez perturbant quand on vient de France. On monte des escaliers donc, et il fait nuit noire. On passe sous une grande arche de métro. Elle est grise, elle aussi, et il y a un grand panneau bleu. On y voit un grand U immense, puis le nom Checkpoint Charlie. Je suis Julien et je vous amène à Berlin pour ce premier épisode de Minute Voyage, une pause de détente, une pause d'évasion, une manière simple de rencontrer une ville et de comprendre, ou enfin d'essayer de comprendre, ce qui fait son âme. Pour ce premier moment dans la capitale allemande, il fait déjà nuit noire, le soleil s'est couché depuis 16 heures, on va apercevoir le Berlin de la guerre froide. Nous sommes au milieu de la voie, la bouche de métro est au centre de la rue, et il y a donc un brouillard et une fine neige qui tombe. En face de nous, il y a un sapin de Noël, mais il y a surtout une affiche qui nous regarde calmement. C'est un militaire américain, Jeff Harper, comme il est inscrit sur son uniforme. Il a été photographié en 1994 pour commémorer les soldats qui gardaient la ville. Tout de suite, on a l'impression d'être dans un film d'espionnage, surtout que quand on fait le tour de cette affiche, on tombe sur un homologue soviétique. Checkpoint Charlie, c'est l'une des images les plus connues de Berlin, celle qu'on voit dans les films. C'est aussi l'un des lieux les plus symboliques de la guerre froide. C'était un poste frontière qui permettait de passer entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Il se trouve sur la Friedrichstraße, entre le quartier de Mitte, côté soviétique, et le quartier de Kreuzberg, qui était alors côté américain. Ce lieu n'est pas impressionnant, c'est pas un grand monument, c'est juste une petite guérite en bois. Mais c'est justement ce qui frappe, c'est un endroit banal au milieu d'une grande ville. Et pourtant, c'est chargé d'histoire. On va marcher en direction des rues du centre. Autour de nous, les bâtiments sont gris, les fenêtres sont larges, rectangulaires. Il n'y a pas de décoration inutile, il n'y a pas de fioritures, c'est brut. Les rues se croisent à angle droit, et il faut s'imaginer que Berlin a été reconstruite après la guerre, et donc ça se voit. La ville a des lignes très simples, les blocs sont nets, c'est du béton, et la géométrie est parfois froide. Après quelques pâtés de maison, on va pouvoir tourner à droite et continuer en direction de l'île au musée et d'Alexanderplatz. Pour l'endroit où nous nous rendons, on va traverser deux bras de la Spree, qui est la rivière qui traverse Berlin. Et on arrive dans un grand parc avec une grande tour qui disparaît dans les brouillards. On passe devant une statue de Marx et Engels. Alors forcément, on y pense, il y a 40 ans on était là du côté soviétique, dans un autre monde. La grande tour dont je vous parlais, c'est un immense pylône de béton avec une boule, une sphère en aluminium. En hiver, on la distingue assez rarement puisqu'elle est plongée dans ces nuages. C'est l'un des emblèmes de Berlin avec la porte de Brandebourg. C'est une silhouette qu'on reconnaît tout de suite, c'est la Fernsehturm, la tour de télévision. À son pied, il y a des stands, il y a une patinoire, il y a un marché de Noël. On ne peut pas s'empêcher de lever la tête au ciel, car ce bâtiment, il mesure 368 mètres de haut, c'est le bâtiment le plus haut de l'Allemagne, et un des plus hauts d'Europe. C'est d'ailleurs le bâtiment accessible au public le plus haut que l'on puisse avoir en Europe. Il faut s'imaginer, l'époque de la guerre froide, elle a été construite en 1969. À l'époque, c'était une vitrine pour montrer cette Allemagne de l'Est, qui est puissante, qui est moderne. Il y a cette sphère argentée qui fait penser aux films de science-fiction. Et à l'intérieur, un restaurant panoramique pour observer aussi ce qui se passe du côté de Berlin-Ouest. Là, on comprend tout de suite ce qu'il se passait à ce moment-là et ce Berlin de la guerre froide. On va dormir à Berlin-Est cette nuit. Le lendemain matin, on va se réveiller au printemps, à la mi-avril, il fait doux, c'est une journée ensoleillée. On va pouvoir voir comment Berlin s'est réchauffé après la guerre froide et comment elle a su vivre avec ses souvenirs. Pour ça, on va partir à pied ou à vélo. La ville, elle est plate, elle est très plate. D'ailleurs, son nom, Berlin, viendrait d'un ancien mot slave qui voudrait dire marécage. Et on le voit parce qu'il y a de l'eau partout. C'est une des villes où il y a le plus de ponts. Je crois même qu'il y a plus de ponts qu'à Venise. C'est vous dire si la présence de l'eau est omniprésente. La ville, elle est basée sur des grandes rues, il y a des axes larges. On voit que tout a été pensé pour la voiture. Mais pourtant, c'est assez agréable de la parcourir à pied. En face de nous, on va voir des passages piétons.
avec des signaux. Et sur ces feux, on va remarquer un petit bonhomme. Il porte un chapeau, il marche quand il est au vert, il est immobile quand il est au rouge. C'est l'Ampelmann. C'est un symbole de Berlin-Est. Et les Berlinois y tiennent beaucoup. Il y a même des boutiques de souvenirs qui lui sont entièrement dédiées dans la ville. Berlin va garder aussi ses traces de division. Parfois, on peut même deviner si on est à l'est ou à l'ouest, juste en regardant le sol. S'il y a des anciennes traces de rails de tramway, c'est qu'on est à l'est. Ici, les traces du passé ne sont pas du tout cachées ou camouflées. Elles sont là au quotidien. Côté est, quand on va marcher lors de notre promenade aujourd'hui, on va avoir quelques statues soviétiques. Elles sont encore debout, elles ne crient rien, elles rappellent simplement ce que fut la ville. Et puis, on va se retrouver devant l'East Side Gallery. C'est un changement d'ambiance. C'est une partie du mur de Berlin qui a été conservée et qui s'est transformée. Il est aujourd'hui peint avec des couleurs, des dessins, des slogans, des visages. Après la chute du mur de Berlin en 89, une partie de cette barrière de béton a été conservée. Des artistes venus du monde entier sont venus la peindre. L'East Side Gallery est aujourd'hui la plus grande galerie d'art en plein air du monde. Il y a plus de 100 fresques qui racontent la liberté, l'espoir, la réconciliation. Le plus étonnant, c'est que ces œuvres sont peintes directement sur le mur qui séparait autrefois la ville. Parmi les plus connus, on peut voir le baiser entre Brejnev et Honecker, ou la célèbre Trabant qui fonce dans un mur. Cette Trabant, c'est cette petite voiture emblématique de l'Allemagne de l'Est. On va pouvoir repartir, et sur notre chemin, il y a des marchands de souvenirs. La plupart du temps, c'est des petites cartes postales avec un morceau de béton encapsulé. Et on voit que le mur de Berlin, c'est devenu un des souvenirs les plus commercialisés de l'histoire contemporaine. On vend des morceaux de béton présentés comme authentiques. Mais attention, la plupart de ces morceaux de mur sont en réalité de vulgaires morceaux de béton qui ont juste été un petit peu peints. Donc ici, on comprend, on est venu chercher ce morceau d'histoire moderne, ce morceau de souvenir qui est assez contemporain puisque ça a un peu plus de 30 ans maintenant. On va ensuite reprendre le métro, et cette fois c'est un S-Bahn qui est aérien, à l'inverse du U-Bahn qui est souterrain. On va se diriger vers le Teufelsberg, c'est la montagne du diable en allemand. Je vous disais que Berlin était plate, c'est vrai, pourtant dans ce parc il y a une colline. En réalité, c'est une colline artificielle. Elle a été construite avec les ruines de la ville à l'après-guerre. En effet, Berlin a subi des centaines de bombardements quasiment quotidiens entre 1943 et 1945. La ville a été détruite en grande partie et reconstruite. Les débris qui ont été déblayés du centre-ville se sont retrouvés ici. Et Teufelberg, ça a la particularité que sur cette petite colline, d'où on a un panorama sur la ville, il y a un ancien centre d'écoute des services secrets américains de la NSA. Mais depuis la chute du mur, il n'a plus grande utilité, alors il a été abandonné et réinvesti par des artistes de rue, des street artistes, et c'est aujourd'hui un grand lieu du street art. Il y a des fresques, des graffitis. Là, on peut voir que Berlin transforme ses cicatrices en lieu de visite, en lieu de regard, en lieu de vie. Il y en a d'autres dans la ville. On va pouvoir redescendre de cette colline et remarcher vers l'île au musée. En revenant, on va passer devant une église, l'église du souvenir. C'est une ancienne église qui a été construite dans les années 1890. On peut la voir en face de nous, sauf qu'une partie de sa flèche est tombée, il n'y a plus le toit. Elle a été endommagée pendant la guerre et laissée en partie en ruine pour le souvenir. Berlin garde là aussi une trace de ce qu'elle a vécu. On va pouvoir remonter à pied et on va passer devant un autre mémorial bien connu, pas très loin de l'ambassade américaine et de la fameuse porte de Brandebourg. C'est une place avec un labyrinthe de blocs de béton qui ressemble à des cercueils. C'est le mémorial dédié aux Juifs assassinés d'Europe. Aujourd'hui, les visiteurs s'y promènent, se croisent, se perdent un peu, et c'est là qu'on voit que ces lieux de mémoire sont redevenus des lieux de vie et que l'histoire se vit au quotidien finalement. On va dormir cette nuit sur l'île au musée. En se réveillant, nous sommes en plein mois d'août, en été, il fait chaud, une belle journée, et il faut comprendre une chose, c'est que Berlin est la plus grande ville d'Allemagne, oui, elle compte presque 4 millions d'habitants, elle est très vivante, mais ce n'est pas la plus forte économiquement. En Allemagne, il y a d'autres villes qui peuvent rivaliser. Hambourg, Munich, Cologne, Francfort, Düsseldorf, ce sont des villes qui rayonnent aussi à leur façon. On sent donc que la capitale allemande, que Berlin n'est pas une capitale prétentieuse. Mais elle a quand même une vraie force historique et une vraie force culturelle et symbolique. Aujourd'hui, on va aller promener dans ce Berlin
plus classique, ce Berlin initial. On peut voir d'où vient cette absence de prétention et justement cette simplicité. Il faut se rappeler qu'en 1991, quand il y a eu un vote pour savoir quelle était la future capitale de l'Allemagne, Berlin faillit ne pas le devenir, au profit de Bonn. Le vote s'est joué de peu, très peu, 18 voix seulement. Donc cela montre bien comme l'histoire de la ville est assez récente dans sa forme actuelle. Berlin, ça n'a pas été toujours une grande capitale comme on l'imagine, hein. À l'origine, c'est une ville même plutôt petite. Au début du XVIIe siècle, elle compte environ 9000 habitants. Il faut comparer à Paris, c'est quasiment 300 000 en même moment, 30 fois plus. Mais à partir de 1700, il y a moins de 300 ans, Berlin va devenir la capitale du royaume de Prusse et va se développer très vite. C'est pour ça qu'on y voit des grandes rues avec des grands monuments classiques. Et il n'y a pas du tout de centre médiéval. La ville, elle a grandi assez récemment. Pour commencer ce parcours classique, on peut voir le Humboldt Forum, qui semble être un château. En fait, ça a été construit assez récemment, inauguré en 2021, mais sur des plans d'époque. On a voulu ici reconstruire le Palais Royal de Berlin pour en faire un musée. En face, il y a d'autres musées comme le Pergamon. Cette île, avec plein de musées, s'est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, et on sent que la ville a fait de la culture un vrai repère identitaire. On passe un bras de l'âge près de la rivière, et on peut voir cette grande église, cette grande cathédrale plutôt carrée, qui est le Berliner Dom. Au-dessus, il y a un grand dôme, et on peut en faire le tour pour avoir un panorama. C'est un des grands points de repère du centre-ville de la ville. On va faire un léger détour et on va pas passer par la grande avenue qui relie justement cette île au musée à la porte de Brandebourg, et on va se retrouver sur Gendarmenmarkt. C'est une grande place où il y a deux églises qui se font face, deux grandes églises, plutôt classiques. Elles sont presque jumelles. Et cette place, elle raconte aussi l'histoire de la ville, hein. Berlin a été marqué par le protestantisme. Il y a le Berliner Dom, quelque part, mais il y a aussi l'église française qui est liée aux Huguenots, ces protestants français qui ont été chassés par le pouvoir royal et qui ont trouvé refuge ici, en Prusse. En face, il y a l'église allemande, qui est un musée sur la démocratie et sur la République fédérale. On va récupérer l'Unter den Linden, qui est l'équivalent, enfin, si on peut dire qu'il y a un équivalent aux Champs-Élysées, c'est une grande avenue centrale. On va arriver devant la porte de Brandebourg. C'est un monument emblématique et qui symbolise la puissance prussienne de l'époque. Ça a été aussi un symbole de division pendant la guerre froide et aujourd'hui un symbole de réunification et de retrouvailles. Je pense que c'est un des lieux qui résume le plus la ville. Un peu plus loin, il y a le Bundestag, le siège du Parlement. Il a été reconstruit après les destructions de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui on le reconnaît avec cette grande coupole en verre qui est devenue un symbole de transparence démocratique. On peut le visiter et au sol, il y a même des morceaux de texte symbolisant la liberté. On va continuer notre promenade à travers un grand espace vert. Il y a beaucoup d'espaces verts dans la ville. Et en face de nous, il y a un château qui a un nom très français. C'est le château de Bellevue. C'est la résidence officielle du président de l'Allemagne. Parce que, oui, il y a un président en Allemagne, bien qu'on ne connaisse le plus souvent que le chancelier, qui est l'équivalent du Premier ministre. Et puis, en promenant dans ce parc, on peut passer à côté de certains petits mémoriaux, des écureuils. Et puis, il y a la colonne de la Victoire dans le Tiergarten, et qui rappelle les victoires militaires de la Prusse de l'époque. On va continuer cette journée, et on va terminer à Charlottenburg, devant le château du même nom. C'est le plus grand palais de Berlin, qui a été construit à la fin du XVIIe siècle, et il est plein de dorures et raconte le faste de la monarchie prussienne. À l'intérieur de ce château, il y a des salles richement décorées autour de jardins très soignés à la française. C'est un autre visage de Berlin, royal, ancien, classique. On va terminer cette journée avec une currywurst qui est née pas très loin de ce château, parce que la currywurst c'est presque une institution de Berlin. On attribue souvent son invention à Herta Auer, qui est une gérante de snack à Charlottenburg en 1949, où elle aurait préparé une sauce au curry qu'elle a servie sur une saucisse grillée. Et c'est ainsi qu'est né ce plat emblématique de la cuisine berlinoise. On va se coucher un peu tard ce soir, car nous sommes au cœur de l'été et il y a plein de soirées festives. Et pas n'importe lesquelles, ce soir ça sera dans l'Humboldt Museum ou dans le musée d'histoire naturelle. Car à Berlin, la culture elle n'est pas cloisonnée,
elle peut être très vivante, et c'est pas impossible que vous vous retrouviez dans une soirée musicale au cœur d'un musée classique de la ville. Car ici, les lieux culturels ne sont pas vus comme sacrés au sens rigide du terme, ils servent aussi à vivre, à célébrer, à mélanger les époques, et c'est un peu ce qui rend la ville unique, dans ce genre de mélange des différentes cultures. En se réveillant, on comprend mieux le grand puzzle berlinois. C'est une ville qui a été marquée par les conflits, mais aussi par les reconstructions. La ville est divisée, mais reste ouverte. C'est une ville historique, mais qui reste très ancrée dans le quotidien et l'actualité. Avec différentes sortes de cultures, de la plus classique, la plus noble entre guillemets, à la plus underground. Il y a des vélos, des friperies, des bars, des plages naturistes, des musées, des grands bâtiments en béton et en verre, des grands parcs. Vraiment, Berlin laisse place à beaucoup d'imprévus, hommage aux lieux les plus déglingués, aux plus fascinants. On va sentir cette ambiance quand on va prendre notre café le matin sur le marché aux puces de Mauer Park. Dans ce parc, il y a un karaoké aussi, en même temps que le marché. Et là, ça invite juste au calme et à se poser quelques instants pour regarder ce spectacle, cette ville qui vit. On va ensuite prendre le vélo et on va traverser la ville pour se retrouver dans un autre de ces lieux inhabituels, Tempelhof. Tempelhof, c'était un aéroport, celui qui a permis de garder Berlin-Ouest, puisqu'il y avait un pont aérien fait par les puissances occidentales. Cet aéroport est devenu inutile après la chute du mur, et c'est devenu un parc. Là aussi, ça surprend, parce que les anciennes pistes servent au vélo, au skate, au running, à faire du cerf-volant, on peut s'asseoir, on peut y boire une bière, on peut pique-niquer ou regarder le ciel. C'est un symbole assez fort de la réappropriation urbaine. Et on va finir cette journée avec un kebab, parce qu'aujourd'hui Berlin c'est aussi ça, ça fait partie du patrimoine immatériel de la ville et du patrimoine culturel de la ville. Ça a attiré beaucoup de monde au cours des 20 dernières années, et le doner fait partie aujourd'hui du paysage. À Berlin, il existe une vraie culture du kebab, il y en a plus de 1500 à travers la ville. Notre voyage va se terminer devant la porte de Brandebourg. Autour de nous, il y a des ambassades, celle des États-Unis, celle de Grande-Bretagne, celle de France. Il y a des touristes, il y a des jeunes en enterrement de vie de jeunes garçons ou de jeunes femmes, il y a des manifestants, des gens qui protestent contre la guerre, d'autres qui font du prosélytisme religieux, d'autres qui manifestent contre le nucléaire, pour le vélo, contre la publicité. C'est une ville qui est devenue tolérante, alternative, vivante. Et au fond, c'est peut-être ça, l'âme de la ville. C'est une ville qui est lourde d'histoire, mais qui est légère dans sa manière de la vivre. Elle peut porter la guerre, elle peut porter la division, mais elle porte aussi la reconstruction, la culture, les cultures, le mot pluriel, la verdure, tout ça en même temps. Et c'est ainsi que va se terminer cet épisode. La semaine prochaine, je pense vous amener beaucoup plus loin avec le début d'une série en 4 épisodes pour un tour d'Australie. Tous les lieux que je vous ai parlé aujourd'hui sont en description dans la carte sur le site. Ça peut vous aider à préparer votre séjour si vous partez à Berlin. Et je vous dis merci d'avoir écouté et à très vite.